re-bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2. Tout est dans tout. Toujours en forme, Colin? Je suis super en forme. Ça fait littéralement 32 secondes qu'on a fini l'épisode 1, mais je suis très tu dévoiles tous nos secrets de tournage. Oui, La magie du podcast. La magie du podcast est brisée, Colin. Mais oui, ça fait 32 secondes, mais on est toujours en forme et on est là pour ce deuxième épisode. Yes. Au dernier, on vous a laissé, si tu te souviens bien, Colin, c'est vague un peu. On vous a laissé en parlant de la jeunesse de Jeff Bezos, mais là, on va parler des débuts d'Amazon. Comment ça a été fondé, cette énorme multinationale, une des plus grosses entreprises au monde au moment où on se parle. Tu nous as parlé du mythique garage d'où est parti Amazon. On va y venir. Disons que l'histoire du garage, je te vole pas les punchs, là, mais il faut le prendre avec des pincettes. Oui. Mais surtout, il y a une photo, puis il y a une photo très, très connue où c'est marqué genre Amazon.com en spray paint sur une bannière devant le garage. Il essaye de montrer ça très, très homemade sketchy, mais c'est sûr que c'est pas ça. C'est plus ou moins ça. Mais avant d'arriver au garage, on va parler du début de la carrière de Jeff Bezos. Et en fait, l'histoire d'Amazon commence dans une autre entreprise, un fonds d'investissement new-yorkais qui s'appelait D.E. Shaw. C'est un fonds qui a été fondé par David Shaw, un professeur d'informatique qui a quitté son poste en 1988 pour fonder sa firme. Puis il était à la fine pointe parce qu'il utilisait beaucoup les ordinateurs. C'est un prof d'informatique, puis il a vu qu'il y avait une opportunité là en investissement que les gens ne saisissaient pas. Et il a eu raison, il a fait fortune avec cette entreprise. Fait que genre, c'était un peu l'idée de ce que tout le monde fait maintenant, mais t'as des algorithmes qui prédisent dans quoi investir plutôt que de faire des choix entre autres. Puis d'utiliser les ordinateurs pour faire les transactions plus rapidement. Donc, Shaw était apparemment un innovateur, puis c'est une des rares personnes que Bezos admire beaucoup et ouvertement. Bezos, après secondaire, il est allé étudier le génie électrique et informatique à Princeton. Au début, il s'inscrit en physique, mais il dit qu'un de ses collègues de classe l'a battu pour solutionner un problème mathématique. Et ça l'a insulté, fait qu'il a changé de major. Et c'est fou, ça. Tu sais, moi, je suis dans l'éducation d'un enfant en ce moment. Là, fait qu'il y a beaucoup d'affaires de... Faites attention de pas juste féliciter son intelligence, mais féliciter sa ténacité puis son envie de continuer des affaires. Ça, c'est vraiment pas ça. Dès qu'il y a une personne qui est meilleure que lui, il abandonne tout puis il fait une autre affaire. Exact. Et ça montre qu'il y a un côté compétitif qui frôle le maladif. Je pense que ça peut être une bonne qualité à avoir. Ça va être compétitif. Dans une certaine mesure, mais si ça t'empêche même de continuer dans le domaine qui t'intéressait. À ce niveau-là, c'est de la maladie. Là. Donc, après ses études où il a gradué avec les plus grands honneurs, fait que sa stratégie de changer de programme a marché, il s'est promené dans une couple d'entreprises. Et puis, en 1990, il a commencé chez D.E. Shaw. Et à 30 ans, il était déjà un des plus jeunes vice-présidents de l'entreprise. Il était comment chez D.E. Shaw, sa dernière job comme salarié? Ses collègues disent qu'il était discipliné et précis, flexible, mais aussi que c'était un show-off. Il gardait un sleeping bag bien à vue dans son bureau pour montrer à tout le monde qu'il n'avait pas peur de dormir au bureau, mais apparemment, c'était rarissime qu'il dorme au bureau. Le sleeping bag était encore dans son emballage, mais il était sur un... Oui, il était bien à la vue de tous. En 94, Shaw a eu l'intuition que l'Internet, cette nouvelle patente qui commençait à faire parler, présenterait peut-être des belles opportunités d'affaires, puis a confié à son vice-président, Jeff Bezos, de faire des recherches sur le potentiel commercial de l'Internet. Plus Bezos avançait dans ses recherches, puis plus il capotait. Évidemment, il avait déjà entendu parler d'Internet dans ses cours d'université. En 85, il y avait eu un cours qu'on lui avait présenté Internet, mais c'était vraiment pas un truc répandu encore. En 94, l'Internet... C'est pas public encore, mais ça me semble c'est genre des années 90. Okay. Ça a commencé en 94, mais l'Internet, c'est encore beaucoup des espèces de proto-forums, des courriels, puis des serveurs pour partager des fichiers. Tu sais, encore là, des fichiers, c'était des fichiers texte. Là. Ouais. Tu partageais pas un film. Là. Pour te remettre en contexte, le premier navigateur web qui permettait d'afficher des images, Mosaic, est sorti en 93, puis c'est devenu Netscape en 94. Fait que tu sais, on est vraiment... toi et moi, on est vieux, là, on a utilisé Netscape, mais c'est vraiment les balbutiements de l'Internet comme on le connaît aujourd'hui. Les hyperliens, qui est le concept de pouvoir cliquer sur un mot pour que ça nous amène sur un autre site, ça venait d'être inventé et il fallait expliquer aux gens comment ça marchait. Tu sais, quand t'achetais un ordinateur, t'expliquais c'est quoi un hyperlien. Ouais. Puis moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mettons, tu sais, que mon père avait acheté un ordi puis il y avait un livre de comment utiliser Internet puis qu'il y avait un chapitre sur les hyperliens. C'est comme quand un mot est bleu. Comme si c'était hyper compliqué puis maintenant c'est rendu hyper intuitif pour tout le monde. Oui, comme personne pose la question, tu sais. Mais voilà, ça c'était comme une nouveauté qu'il fallait s'adapter. En fait, à la fin de 1994, il existait moins de 2800 sites sur l'Internet au complet. C'est quand même fou, ça. Fait que, oui, on était tôt. Shaw était visionnaire, je vais lui donner. On est tôt dans le processus. Mais plus Bezos creuse et plus il est emballé. Il a calculé que l'usage d'Internet avait grandi de 230 000 % en un an.
entre 93 et 94 à peu près. Pour lui, ça montrait que même si c'est super impressionnant, mais surtout que, en fait, si l'année d'avant, c'était juste pas public, c'est sûr que ça augmente de 2000% parce que ça vient de commencer à exister. Mais c'était déjà accessible. C'est juste que c'était beaucoup... t'avais pas encore des navigateurs. C'était beaucoup des programmes. En tout cas, c'est ça. C'était vraiment proto-Internet. Là. Donc, pour lui, ça montrait que même si c'est encore un truc d'initié, on s'entend que les gens qui étaient sur Internet en 94, c'était les nerds. Puis à cette époque-là, en fait, il y avait encore beaucoup de gens qui pensaient que l'Internet, c'était une mode temporaire comme les NFT. C'était un peu ça dans la tête de tout le monde. C'était genre, c'est une nouvelle affaire, ça va passer. Mais lui, il était comme, non. Pour qu'il y ait une croissance de même, c'est qu'il y a un grand potentiel, puis de plus en plus de gens vont être sur Internet. Donc, Bezos, Shah et les autres employés de Deisha sont mis à brainstormer sur des façons de monétiser la croissance d'Internet. Une de leurs idées, c'était un service de courriel gratuit qui serait financé par la pub, ce qui est quand même malade parce qu'en 94, on atterrit exactement sur le modèle d'affaires de Gmail. Oui. Mais l'idée qui a vraiment emballé Bezos à ce moment-là, c'était l'idée d'un magasin sur Internet qui allait vendre tout. Et il appelait ça le Everything Store. Oui, c'est pas Bezos qui a eu l'idée vraiment d'Amazon, c'était un brainstorm de groupe chez Deisha qui a mené à l'idée derrière Amazon. Ah, mais ok, mais attends, mais tu viens pas de dire que c'était Bezos qui avait suggéré cette idée-là, ou? Non, c'est l'idée qui l'a le plus emballé dans les brainstorms qu'ils ont eu en commun. Okay. Donc, il a participé évidemment à l'élaboration de cette idée-là, mais c'était pas son idée, c'était une idée qu'ils ont... Puis, mais ça, c'est super intéressant, puis il n'y a pas eu des affaires des enjeux de propriété intellectuelle après ça? Ou? On va y venir. Okay. En même temps, bon, pour être fair, je veux dire, je pense que l'idée de faire un magasin en ligne qui vend tout, c'est pas nécessairement l'idée la plus surprenante. T'sais, le défi, c'est pas de s'imaginer ça, c'est de réussir à le faire. Là. C'est ça. Je dis pas que j'aurais pu fonder Amazon, mais c'est de réussir à appliquer à le créer, ce concept-là qui est difficile. Mais c'est quand même, il y a une idée là-dedans qui était vraiment géniale et inusitée pour l'époque. L'idée, c'était que les consommateurs allaient pouvoir laisser des notes et des évaluations des produits en ligne. À ce moment-là, c'était unheard of, c'était complètement novateur. C'est effectivement quelque chose qui est devenu omniprésent. Puis c'est la norme maintenant. Oui. Mais c'est vrai que c'était contre-intuitif quand tu prends tant de penser. On prend ça pour acquis, je pense, aujourd'hui, mais juste qu'on prenne un peu de recul. Tu sais, j'ai déjà fait de la gestion de communauté en ligne pour des entreprises, là. Puis, tu sais, de passer des commentaires Facebook, de modérer les commentaires. Puis, je te garantis que la dernière chose que les entreprises veulent, c'est que tu laisses des commentaires comme « Vos vélos sont pourris » ou « Vos oranges goûtent la marde ». Tu sais, ça, il faut que tu les effaces, il faut que tu les caches. Mais l'Internet était tellement jeune à l'époque que peut-être que les gens avaient encore confiance en l'humanité parce qu'ils n'avaient pas eu l'expérience des commentaires YouTube puis des trucs comme ça, mais oui. Mais tu veux laisser l'image que tous tes produits sont excellents, désirables, que tout ce que tu vends est super parfait, excellent. Eux autres disaient, non, on va laisser les gens venir sur notre site et dire, hey, ce livre-là que j'ai acheté, il est poche. Mais surtout qu'à ce moment-là, eux produisaient pas les produits. Mm-hmm. C'était comme des revendeurs. Ben, dans les premiers temps d'Amazon, c'était des revendeurs. Fait qu'à ce moment-là, tu t'en fous qu'ils disent, ah oui, mais tel manufacturier est à chier. Ben, c'est pas grave, tu vas en avoir d'autres. C'est juste que les gens transitent par ton site pour c'est ça. Puis c'est ça la différence. Puis je saute un peu en avant, on va revenir, là, mais c'est que Amazon commandait... au début de tout, ils commandaient pièce par pièce. C'était juste des livres au début. Mais quand ils recevaient la commande, eux le commandaient d'un distributeur, le recevaient, l'emballaient et te l'envoyaient. Fait qu'ils n'avaient pas gardé un inventaire. Fait que comment que tout le monde dise que ce livre-là est poche, ils n'avaient pas acheté 1000 copies là, avec lesquelles ils allaient rester collés. Mais ça, c'est fou, okay, mais il y avait quand même... Ils gardaient pas un inventaire, mais il y avait quand même un petit entrepôt. Ils passaient par les bureaux d'Amazon avant d'être envoyés. Mm-hmm. C'était pas comme... Mais ça, c'est vraiment bizarre de... T'as un lien dans ta chaîne bien trop compliqué. Pourquoi tu fais pas juste le commander puis l'envoyer direct chez ton client plutôt que le faire passer par chez vous, genre? Ben là, tu viens d'inventer Alibaba. Hey, mais si j'avais... Je suis juste né trop tard, en fait. J'aurais pu être milliardaire si ou t'as inventé, dans les balbutiements d'Internet. T'as inventé Amazon Marketplace. Mais on va y arriver à tout ça. Mais c'est ça. Donc, le raisonnement, eux, c'était que les consommateurs allaient acheter davantage s'ils pouvaient se fier aux avis d'autres personnes, que ça enlevait de l'hésitation. Puis même, à la limite, que c'était très possible que les gens allaient chercher, par exemple, une critique de tel livre, qu'ils allaient la trouver sur le site, puis qu'ils allaient faire « Ah, ben rendu là, je suis déjà sur le site, il y a un bouton pour l'acheter, je clique, je vais le recevoir. » Donc, pour eux, c'était comme, c'est pas grave les commentaires négatifs, ça va attirer du trafic, puis ça va nous faire vendre plus de produits. Puis ça, c'était tout dans le brainstorm chez Deisha encore. Ouais, ben j'imagine peut-être pas tout dans la même réunion. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas Amazon encore là-dedans. Non. Puis tu sais, c'est ça. C'est une idée qui est très web 2.0, là, le web des réseaux sociaux, à une époque où on était à peine au 1.0 du web. Donc, l'idée du Everything Store, c'est très ambitieux, mais ça allait être long et difficile à faire. Puis David Shah, lui, était pas prêt à mettre tous ses œufs dans ce panier-là. Puis tu sais, je comprends aussi, tu es une firme d'investissement, tu es comme, hey, on va-tu pivoter tout notre modèle d'affaires pour devenir un vendeur sur Internet? C'est comme un autre domaine business complètement. Ouais, c'est ça. Donc, Jeff Bezos, au printemps 1994, annonça à son boss qu'il voulait démissionner pour mettre en place l'idée qu'ils avaient développée ensemble. Visiblement, Shah l'aimait beaucoup parce qu'ils sont allés prendre une marche.
Puis ça, il a dit, je comprends ton ambition, il n'y a pas de trouble si tu veux partir puis fonder cette entreprise-là dont on a parlé. Je veux juste prendre quelques jours pour y penser, je veux pas que tu regrettes ta décision, mais je te laisse partir puis développer notre idée si tu veux. Sans qu'il y ait pas de... Tu sais, il a pas voulu... Il a pas demandé à être investisseur ou quoi que ce soit. Il a peut-être investi, je pense qu'il y a des collègues, en tout cas, il y a définitivement des collègues de DISHA qui ont investi. Est-ce que David Shaw lui-même a investi? Probablement, mais j'ai pas l'info, mais ça m'étonnerait que non, en fait. OK, mais justement, dans le garage, en plus du 300 000 de sa mère, il y avait de l'argent de ses amis de Wall Street. OK. Mais bon, fait qu'il a pris une couple de jours et pour y penser, il avait déjà une job super payante. Lui puis sa femme, on va revenir à sa femme vraiment plus tard, là, mais lui puis sa femme, à eux deux, faisaient déjà 1 million par année en 94. C'est quelque chose. Il y avait un appartement luxueux, genre à New York. Fallait qu'il quitte tout ça. Et il dit qu'est-ce que... Ils ont acheté une deuxième maison qui avait un garage crap pour pouvoir partir la business-là parce que leur condo était trop cute. Quasiment. C'est pas bon pour les photos. Bezos dit qu'est-ce qui a poussé à prendre sa décision, en fait, c'est qu'il suit dans sa vie ce qu'il appelle un Regret Minimization Framework, ou en français cadre... C'est la chose la plus tech que j'ai entendue. C'est très tech. En français, cadre de minimisation du regret. C'est-à-dire qu'il essaie toujours de se demander sur son lit de mort ce qu'il va regretter le plus entre deux décisions. Puis dans ce cas-ci, il dit que... Je le cote tout sur une échelle de 1 à 100, puis ouais. À peu près, ouais. Fait qu'il dit là, avoir le choix entre quitter une job payante ou d'avoir laissé passer l'Internet sans saisir l'opportunité, ben pour lui, ce qu'il allait le plus regretter, c'était d'avoir laissé l'opportunité d'Internet lui filer entre les doigts. Je trouve ça quand même intéressant parce que ça fait plusieurs fois que je lis des affaires de tech bros qu'on dirait qu'ils se créent des règles super rigides puis des systèmes algorithmiques. Félicitations, t'as quantifié une émotion. Oui, c'est ça. exactement ça. Quand nous autres, le reste du monde appelle ça prendre une décision. Tu sais, je veux dire, évidemment, moi tout, ça m'est arrivé d'avoir à choisir entre deux choses de comme, hey, c'est quoi que je vais le moins regretter? Mais j'ai pas eu besoin de me créer une règle puis des tableaux Excel. On appelle ça juste une liste de pour et de contre. On appelle ça pas un système d'optimisation de je vais-tu plus regretter de pas être déménagé pour aller étudier dans ce programme-là? Ouais. Oui, OK. Tu sais, j'ai pas besoin de me créer un nom d'algorithme, là. Mais lui, oui. Voilà. Et beaucoup de tech bros, Elon Musk fait la même chose et ils sont beaucoup à penser de même. Donc, au final, Jeff, peut-être que c'est juste un petit garçon anxieux qui se rassure avec ses chiffres, ses tableaux Excel. Est-ce que tu le trouves plus touchant vu sous cet angle-là? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. Anyway, fait que c'est ça. Il a réfléchi entre les deux, puis là, je te vole le punch, mais il a décidé de fonder Amazon. Je suis désolé si t'étais pas rendu là. Son ambition... Moi, j'ai arrêté de le suivre en 95. Ce gars-là, il m'intéressait juste dans la première moitié des années 90. Son ambition à Jeff Bezos, dès le début, c'était de faire d'Amazon, donc le Everything Store, mais il savait que pour commencer, c'était trop ambitieux. Genre, la première étape de ton entreprise, ça peut pas être de construire un entrepôt qui contient tous les produits qui existent. Avoir une structure pour envoyer ça n'importe où aux États-Unis dans le monde, convaincre des gens qui n'ont jamais vu un ordi de mettre leur carte de crédit. Tu sais, tout ça, c'était... Puis d'ailleurs, on parle des cartes de crédit, je fais une petite parenthèse, mais un de leurs défis au début, c'est qu'il fallait qu'ils mettent beaucoup de monde sur les téléphones. Parce que quand le monde arrivait pour commander, quand c'était le temps d'entrer leur carte de crédit, il était comme non. Puis il appelait pour dire je vais te la donner au téléphone à la place, c'est plus sécuritaire. Okay, fait qu'il voulait appeler Amazon pour donner. Puis il appelait, dans le temps, il y avait vraiment une ligne téléphonique. À cette heure, essayer de trouver le numéro, c'est un défi, là. Mais dans le temps, tu peux appeler facilement. Puis le monde appelait faisant hey, je suis en train de faire une commande, mais je vais juste te donner mon numéro de téléphone. Ou ben non, le monde faisait la commande et appelait, faisait salut, je viens de te commander un livre, juste être sûr que tu as reçu la commande. Voilà, c'est une autre époque. Ouais, faut pas que tu aies un volume de milliards de livres par année. Là. Je trouve ça cute, mais en même temps, ma mère m'a encore appelé la semaine passée pour que je fasse une commande sur Internet pour elle, fait que c'est pas si incroyable. Elle m'a appelé parce que si un ou deux est pour se faire frauder, elle aimerait vraiment mieux que ça soit moi. Ton identité est beaucoup moins intéressante, Pierre-Luc, fait que ça me dérange pas qu'on te clone. Fait qu'il a décidé qu'il pouvait pas faire le Everything Store tout de suite en partant, fait que la première chose qu'il allait vendre, ça allait être des livres. Il n'a pas choisi de vendre des livres parce que c'est un grand passionné de littérature. Si je me fie au témoignage, il aime lire. Je vais lui donner ça, là, il aime vraiment lire. Mais il lit comme un tech bro homme d'affaires. C'est-à-dire que... juste du Tolkien puis des livres de croissance personnelle. C'est exactement ça. Il lit des essais, des biographies pour en tirer des leçons. Et même quand il lit des romans, il essaie d'en tirer des leçons d'affaires. Ouais. D'ailleurs, pendant un temps, il tenait un club de lecture avec ses cadres, le S-Team, la team senior chez Amazon. Et quand il faisait le club de lecture, à la fin, il y avait une discussion sur comment cette lecture-là va en tirer des principes qui vont aider l'entreprise. Là, fait que, il aime la lecture, mais je pense pas de la même façon que toi puis moi, on aime la lecture. Donc, il a décidé de commencer en vendant des livres pour des raisons qui sont purement commerciales. Premièrement, les livres, c'est tout pas mal de formats relativement semblables. Fait que ça simplifie le shipping.
Tu sais, tu peux acheter un format de boîte, puis ça va être pas mal tout le temps le bon format de boîte. C'est relativement petit, c'est pas si lourd que ça. C'est quand même lourd, mais c'est pas comme livrer de l'eau. Tu sais, mettons, livrer de l'eau, le rapport prix, poids est démesuré. Là, tu sais. Fait que c'est pas trop compliqué, pas trop coûteux à livrer. Puis c'est aussi une catégorie de produits qui faisait beaucoup de sens pour l'Internet. Puis ça, je vais y donner. Parce que la sélection est super large, mais c'est pas rare qu'un livre en particulier va vendre quelques copies, pas plus. Tu sais, c'est comme Ocean Wide, Inch Deep. Là, tu sais. Ouais, on va pas vendre tant de copies et on va vendre ce nombre de copies-là limité sur l'ensemble du territoire américain. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est qu'il faut que ça se déplace beaucoup. C'est ça. Pour une librairie physique, c'était pas possible d'offrir ce qu'Amazon offre parce que c'est pas réaliste d'être comme on va tenir une copie de tous les livres qui existent sur la planète. T'sais. Parce que c'est sûr qu'il y a des livres que tu vas garder pour le restant de tes jours dans ta librairie. T'sais. Mais pour une boutique en ligne, ben c'est vraiment possible de faire ça. Puis de toute façon, l'idée, c'était pas de stocker tous les livres en existence dans un entrepôt parce que comme je t'ai dit au début, ce qu'il faisait, c'est quand il recevait une commande, il commandait le livre directement du distributeur. Puis après, il le recevait chez Amazon, il l'emballait, puis il le renvoyait à personne. Fait qu'on n'était pas encore au shipping en 24 heures, là. C'était vraiment plus long que ça. Ça pouvait prendre une semaine facilement. Ce qui est un autre avantage des livres aussi, quand t'en parlais, je me disais, c'est un produit que tu veux avoir, que c'est important pour toi, mais t'en as pas besoin demain. Là. C'est pas comme une affaire de plomberie, ton toit coule pas, tu sais. T'es comme, je vais le lire ce livre-là, mais ça me dérange pas d'attendre 1 mois et demi. C'est pas de l'épicerie, c'est pas ça. C'est ça. On salue les libraires.ca parce que c'est long en tabarnak des fois les livraisons. Mais... Ouais. En tout cas, je veux qu'ils nous commanditent comme. Oui, OK. Fait que là, je saute un peu en avant. Je vais te conter vraiment la fondation du début, là, je te promets. Mais il y avait un truc qu'ils avaient trouvé, en fait, pour arnaquer les distributeurs. Parce qu'ils commandaient des distributeurs, mais pour chaque commande. Mais eux autres, t'es comme, non, il faut que tu commandes au moins 10 livres à chaque commande. Tu peux pas, on t'enverra pas une copie du Petit Prince. Puis, mais ça fait que lui c'est ça, lui c'était des distributeurs en gros. C'était pas, il commandait pas d'une librairie. Non, c'était genre 2 grossistes. Fait que quand quelqu'un commandait un livre, puis ça valait pas la peine d'en acheter 10 copies de l'achat, qu'ils disaient on n'en vendra pas plus, là. Mettons un manuel scolaire bien niché. Ou un truc qui est comme j'en garderai pas une réserve de 9 autres. Ce qu'il faisait, c'est qu'il commandait le livre qu'il avait besoin, puis 9 copies d'un livre qu'il savait qu'il était en rupture de stock. C'était un manuel obscur sur le lichen. Fait qu'à chaque fois, le distributeur faisait hey, désolé, on n'avait pas les 9 livres sur le lichen, mais on t'a envoyé l'autre livre. Et ils ont fait ça pendant des années. OK, mais à un moment donné, le livre sur le lichen, il est pas allé en réimpression parce que quelqu'un était comme hey, on a eu 9000 demandes cette année pour ce livre-là, on devrait le réimprimer. OK. Fait que c'est ça. Mais c'était les débuts d'Internet. Je pense que ça a passé sous le radar un peu, là. Mais c'est quand même clever, Oui. Fait que voilà. Peut-être que vous pouvez l'essayer. Si jamais vous laissez à l'épicerie, vous voulez pas payer la livraison, vous commandez un 6-pack de bière, puis genre 9 homards en basse saison. Peut-être que ça va marcher. Écrivez-nous. Donc, c'est ça. Mais avant de niaiser les distributeurs, il fallait que Jeff fonde sa compagnie. Donc, il a fait un party à son appart new-yorkais pour écouter le dernier épisode de Star Trek The Next Generation. Évidemment, Jeff Bezos, c'est un Trekkie. Et le lendemain, il s'est envolé pour rencontrer 2 programmeurs qui avaient été recommandés par un collègue de chez D.E. Donc, il est allé en Californie. Et là-bas, il a rencontré Shel Kaffen, un programmeur qui est devenu l'employé numéro 1 d'Amazon. C'est pas mal lui qui a programmé la première version du site d'Amazon. Moi, je pensais que c'était sa femme, l'employé numéro 1 d'Amazon. Non, elle travaillait avec, mais je pense qu'elle n'était pas officiellement comme l'employé sur le payroll. Là. Je pense que c'était juste à participer au projet familial. Là. Donc, c'est lui qui a programmé, c'est ça. Shel Kaffen, c'est lui qui a programmé vraiment la première version du site. Et même Jeff Bezos dit que c'est l'employé le plus important de l'histoire de la compagnie, même s'il a un peu fini par le poignarder dans le dos, là, mais en tout cas, on y revient plus tard. Donc, la première idée de Jeff, après avoir rencontré Kaffen, c'était de fonder l'entreprise à Santa Cruz. C'était une place cool et ensoleillée en Californie. C'est à la côte ouest avec plein de techies de monde de la tech qui habitaient à proximité. Mais avant que ça se passe, Jeff a entendu parler d'une décision de la Cour suprême américaine qui datait de 92, qui avait jugé que les entreprises qui vendaient des marchandises par la poste, mettons les catalogues, le genre catalogue Sears, n'avaient pas besoin de percevoir de taxes dans les États où il n'y avait pas de présence physique. Okay. Et là, ça a donné une idée à Jeff. Lui et sa femme, Mackenzie, je me répète, là, c'est le catchphrase de ce podcast-là, mais on va y revenir plus tard, sont allés chercher au Texas une auto que Mike lui prêtait, ou en tout cas, il a donné ou vendu pas cher, là, c'est pas clair. Puis ils sont partis en road trip. Donc, Mackenzie conduisait, puis Jeff, il était sur le banc de passager, puis il regardait des cartes, puis il faisait des tableaux Excel sur le banc de copilote. Et ça s'est vraiment fait dernière minute, le choix du lieu où il allait fonder Amazon, au point où les déménageurs ont loadé leur stock dans un camion à New York. Puis Jeff Mackenzie ont dit « Conduisez vers l'ouest, mais maintenant on va vous appeler pour vous dire où vous allez. » OK. Mais je suis pas sûr de comprendre. La logique, c'est qu'ils voulaient être dans l'État où il y aurait le moins de ventes parce que c'est là qu'ils ont choisi le Texas parce qu'ils se sont dit il y a personne qui va acheter de livres ici, genre. Parce que, en fait, l'affaire, c'est que
dans les États où tu vas faire le plus de volume de vente, tu veux pas être établi là parce que tu paierais beaucoup de taxes. C'est ça l'affaire? Fait qu'il faut que tu sois établi dans l'État où tu vas le moins faire de ventes. Ça fait beaucoup de clients à qui charger les taxes. Ouais. Tu vois, je t'explique tout ça là, en fait. Donc, c'est ça. Son idée, c'était d'implanter son entreprise dans un État qui percevait peu de taxes, comme on dit, parce que, puis qui serait pas trop populeux comme ça serait une toute petite partie de la clientèle d'Amazon qui allait se faire charger les taxes. Ce qui donnait un énorme avantage, en fait, de ses compétiteurs, qui avaient des boutiques physiques. Parce que, mettons, Barnes & Noble, qui était la plus grosse chaîne de librairies, Barnes & Noble, pardon, pas de S, c'était la plus grosse chaîne de librairies aux États-Unis à ce moment-là. Puis, même si vous voulez essayer de faire compétition, puis ils ont essayé, là, il y avait des boutiques partout, eux autres. Fait qu'il n'y avait pas le choix, même si tu commandais par Internet, de charger les taxes. Mais quand tu commandais d'Amazon, à moins que sauf si tu habitais dans l'État de Washington, parce qu'il a décidé de fonder Amazon à Seattle, dans l'État de Washington, tu te faisais pas facturer les taxes. Fait qu'imagine que les taxes étaient 10%, mettons, dans ton État. Ben, automatiquement, c'était comme si Amazon vendait le livre 10% moins cher que les autres. Mais ça, c'est un gigantesque avantage. Puis, il a utilisé un loophole parce que aussi, c'était probablement une loi qui avait été créée pas pour des volumes de vente comme ceux-là non plus. Non, ça avait été créé pour les catalogues, genre de vente aux consommateurs, parce que même Sears, ça comptait pas parce qu'il y avait des boutiques partout, Sears. Okay. Fait que, tu sais, c'était genre l'équivalent de distribution aux consommateurs qu'on a eu ici ou les maisons Columbia, mettons, là, tu sais. Mais c'était des cas nichés, puis pas si. Ça s'attendait pas à ça soit le cas qui ferait un volume comparable aux grandes chaînes. Donc, c'est ça. Il a trouvé l'État parfait en Washington, comme je t'ai dit. C'est un État qui est quand même populeux, mais vraiment moins que la Californie. Washington est au 13e rang en termes de population aux États-Unis en ce moment. Californie est première. C'est assez proche de la Californie pour pouvoir attirer la main-d'œuvre qualifiée. Puis Seattle était aussi un hub de techno, parce que Microsoft est installé là. Et c'est assez proche de grands centres de population pour que le temps de shipping soit pas trop long. Oui. Fait que, par exemple, si t'habitais à Los Angeles, tu sais, tout ça, c'était quand même proche. Ben pour la côte ouest, mais en fait, c'est ça. Moi, j'aurais cru aussi peut-être qu'il aurait voulu être central pour pouvoir envoyer partout plus rapidement, mais il a été trop loin de la main-d'œuvre de tech. C'était ça l'affaire, c'est que dans le Midwest ou genre dans le Bible Belt, il n'y a pas tant de programmeurs. Ouais. Fait que oui, Amazon, dès le départ, a été fondé avec l'idée de payer le moins de taxes possible. On arrive au fameux garage. Ils ont fondé l'entreprise dans le garage de la maison que lui et Mackenzie ont loué, mais on remet ça en contexte. Bezos, comme tu l'as dit, adore cette histoire-là parce que ça donne l'impression que c'est un self-made man qui a surmonté ses origines modestes pour créer un titan de l'industrie, mais c'est pas ça du tout. De un, ils sont vraiment pas restés dans le garage longtemps, juste quelques mois. C'est même pas une année complète, je pense qu'ils ont été là à peu près 6 mois. De deux, c'était pas vraiment un garage. C'était juste un photoshoot, là. C'était juste un photoshoot, le gars. C'était pas vraiment un garage parce que la maison qu'ils ont louée, les précédents propriétaires avaient fait du garage une salle familiale. C'était un salon, il y avait un plancher. C'était pas isolé, mais tu sais, on était à Seattle, les fait vraiment en bas de zéro. Fait que, je veux dire, 3/4 de l'année, tu peux être là, pas de chauffage, puis t'es très bien. Puis aussi, il partait pas de nulle part. Comme t'as dit, c'est un gars de Wall Street, il était réseauté. Lui, il a investi 10 000 $ de sa poche pour fonder Amazon. Ce qui m'a quand même étonné comme chiffre, c'est pas tant que ça pour un gars. C'est très peu pour un gars qui faisait 1 million avec sa femme par année. Ouais, c'est ça. Il a pas pris de gros risques financiers. Je suis pas de casteur, puis j'ai plus que 10 000 $ de côté. Mais c'est fou, parce que c'est ça. Je suis sûr que ces autres investisseurs ont mis beaucoup plus d'argent, notamment, justement, sa mère. Ses parents, en fait, très cheap, ses parents ont investi près de 250 000 dans Amazon. Puis tu sais, c'est aussi 250 000 en 94, là, fait que c'est pas loin de 500 000 aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Puis par-dessus ça, il a réussi à aller chercher 84 000 $ en prêts sans intérêt dans l'année et demie qui a suivi, notamment de ses amis chez Deisha, et aussi d'employés, en fait, qui se faisaient employer chez Amazon, mais qui décidaient d'investir pour avoir une plus grosse part si l'entreprise grandissait. Fait que genre, ils refusaient de salaire. Ils bloquaient leur salaire. Ben non, mais il en investit une partie. Okay, mettons, il faisait, hey, je vais travailler pour toi, puis j'ai un salaire, mais aussi je te donne 20 000 $ pour avoir 1% de l'entreprise. Donc, même avec tous ces moyens-là, ce que je dis, évidemment, c'est pas que moi aussi j'aurais réussi à partir à Amazon, là, mais je dis juste que, en fait, le mythe selon lequel c'est un humble fils d'immigrant qui est parti de rien fonder un empire, ben c'est complètement faux, comme les sacs à main sur Marketplace. Donc, au début, Jeff a hésité entre plusieurs noms. Le premier nom d'Amazon, ça a été Cadabra, comme dans Abracadabra. Mais son avocat lui a fait remarquer que, le lien entre Cadabra et Abracadabra, c'était pas super clair au premier abord pour tout le monde. J'aime que ton avocat soit comme, légalement, ça se tient, c'est juste un hostie de mauvais nom. Puis deux, il a dit, en anglais, au téléphone, Cadabra, ça sonne comme cadaver, qui veut dire cadavre. Ben oui, OK. De bons conseils, cet avocat-là. Oui, bravo, on félicite son avocat. Donc, Bezos a accepté de changer de nom et il s'est mis à triper sur un autre nom, Relentless.
Il voulait que l'entreprise s'appelle Relentless.com. Donc, pour lui, Relentless, c'est acharné en français. C'est la qualité qui définit un employé d'Amazon. Mais encore une fois, des collègues ont fait remarquer que ça sonne sinistre. Je le rappelle, pour une librairie en ligne. C'est comme si Renaud Brey s'appelait genre Destruction ou péterdesgueules.com. C'est comme intense. C'est pas le vibe. Mais encore aujourd'hui, vous pouvez faire le test si vous tapez Relentless.com. Ça vous amène sur le site d'Amazon. Ah oui, OK. Il a acheté le domaine. Il a gardé le nom de domaine. Finalement, il est tombé sur le nom d'Amazon en lisant tous les mots du dictionnaire qui commençaient par la lettre A. La preuve que même s'il fondait une entreprise de tech Internet, on est encore dans les années 90 parce qu'il voulait que ça commence par A pour apparaître plus tôt dans les annuaires. Puis même en ligne, en fait, il y avait, à ce moment-là, il y a tellement peu de sites web qu'il y a beaucoup de sites qui proposaient juste des annuaires en ligne, genre des listes de sites web que tu pouvais fréquenter. Puis c'était même pas cherchable, c'était genre un PDF. Là, c'était comme oui, c'était juste une page que tu déroulais, puis c'était en ordre alphabétique, fait qu'il voulait être le plus haut possible. Puis honnêtement, que je vais y donner, là, Amazon, en fait, il l'a choisi parce que c'était neutre. C'est un nom qui, en lui-même, ne porte rien comme message. Il y avait moins de déforestation à l'époque, fait que c'était déjà moins sinistre. Ouais. Puis Amazon, c'est la plus grosse rivière au monde, et il y a une foule de petites rivières qui l'alimentent, fait que pour lui, c'était un peu ce qu'il cherchait à créer avec Amazon. Fait que j'y donne quand même un bon nom. J'aime mieux péterdesgueules.com, mais écoute, c'est un bon deuxième. Pendant ce temps-là, donc... C'était pas Mackenzie qui avait trouvé le nom d'Amazon? Il n'y avait pas une histoire de ça? Je sais plus. Si oui, je l'ai pas vu, mais c'est pas impossible. Elle était très présente au début. Là. On en parle peu, je vais en parler vraiment plus tard de Mackenzie. Là. Mais dans les débuts d'Amazon, en tout cas, elle était très impliquée. À un moment donné, je pense qu'elle s'est un peu tassée quand c'est devenu des MBA et tout ça qui ont pris le contrôle de la place. Là, je pense qu'elle a laissé sa place. Mais au début, elle était très, très impliquée. Donc, pendant ce temps-là, lui, Caffen développait le site. Au printemps 95, ils ont été prêts à lancer la version bêta auprès de proches et d'amis. C'est un ancien collègue de Caffen, John Wainwright, qui a fait le premier achat. Donc, le premier achat sur Amazon, c'est un livre scientifique qui s'appelait Fluid Concepts and Creative Analogies. Puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des buildings sur le campus Amazon qui s'appellent Wainwright. Donc, voilà, c'est juste une petite anecdote. C'est pas une critique, il y a des buildings qui s'appellent Fluid Concepts and... Non. Donc, ça a été le premier client. Le site a été lancé officiellement pour le grand public le 16 juillet 95. Au début, chaque fois que quelqu'un faisait une commande sur le site, il y a une cloche qui se mettait à sonner dans l'entrepôt. Parce que oui, c'est ça. Il était déjà parti du garage. Le temps que le site soit lancé, il était déjà plus dans le garage. Puis après une couple de semaines, ils l'ont enlevé parce que ça sonnait sans arrêt et que c'était abrutissant. Le succès au début venait du fait qu'il pouvait offrir des livres super nichés et desservir des communautés rurales isolées. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est racontée, mais qu'il y avait une dame qui habitait, je pense, au milieu de l'Utah ou je sais pas quoi. Puis comme la librairie la plus proche de chez nous était à comme 200 000. Ouais. Fait que pour elle était comme ça me sauve la vie parce que j'adore la lecture, mais souvent j'ai plus de livres, tu sais. Puis là, vous livrez chez moi, même si c'est long, je m'en fous. Fait que c'était une révolution à l'époque. Et c'était les employés qui s'occupaient de l'emballage et du shipping. Bezos y compris. On va y donner, il était vraiment impliqué dans toutes les sphères, il emballait des commandes. Là. À la fin de leur chiffre, les employés, peu importe le poste, en fait, devaient emballer les commandes de la journée et aller les porter au bureau de poste. Donc, tu sois programmeur, marketing, peu importe, à la fin de la journée, c'était la corvée de tout le monde, on se rassemble sur des tables. Ça, c'est comme mythique là, chez Amazon, ils ont fait des tables que c'est juste des portes usagées sur lesquelles ils ont vissé des pattes. Là. Okay. Puis ça, c'est un signe qu'on est économique, on est frugal chez Amazon. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux que c'est une porte avec des pattes là, quand tu vas chez Amazon. Donc, dans le premier mois d'existence, ils ont vendu des livres dans tous les États américains et dans 45 pays différents en un mois, ce qui est quand même un gros succès rapide. Ça a été un succès instantané, en fait. Et c'est expliqué en partie, et là, ça aussi, c'est très années 90, c'est expliqué en partie par le fait qu'ils ont été mis sur la page d'accueil de yahoo.com. Et ça a propulsé le site. Les projections... ils ont payé pour être sur la page d'accueil ou c'était par popularité, c'est ça, dans le temps, c'était par popularité, ça marchait vraiment, fait qu'il était juste haut dans le recensement. Non, même pas, c'est que, tu sais, la page de yahoo.com, il y avait des articles, tout ça, c'était pas comme Google, que c'est que c'est vraiment neutre, que juste la barre de recherche. Yahoo, tu sais, t'avais des articles, t'avais ça. Puis, c'est des éditeurs du site qui ont contacté Jeff Bezos pour faire « Hey, on a vu votre site, c'est vraiment intéressant ce que vous faites, on peut-tu vous mettre... c'est génial. On peut-tu parler de vous sur la première page? » Puis il a fait évidemment. Ils ont eu de la misère apparemment à suivre le rythme là, parce que les commandes ont vraiment explosé d'un coup, mais bref, un gros coup de pouce. Yahoo.com, très 95. Tout. Donc, les projections de Jeff, c'était que d'ici l'an 2000, Amazon allait atteindre 114 millions en vente dans le meilleur des cas. Ça, c'était le scénario le plus optimiste. Le vrai chiffre en 2000, 1,64 milliard. Okay, fait qu'il était à plus de 10 fois ses projections les plus optimistes. Un énorme succès. L'affaire, c'est qu'ils ont manqué pas survivre à l'an 2000. Mais ça, c'est une histoire pour le prochain épisode. Par contre, l'épisode n'est pas terminé. Si tu veux bien, je vais faire un petit détour rapide pour te parler d'une autre entreprise que Jeff Bezos a fondée et qui prend sa vraie passion. Parce que c'est une chose que les milliardaires aiment encore plus que de compter leurs milliards. C'est l'espace. C'est de s'envoler dans l'espace dans des fusées pénis. Donc, avant de finir l'épisode, on va parler de Blue Origin. Yes.
Donc, bon, je sais que ça n'a pas particulièrement rapport là, de parler de Blue Origin maintenant, mais honnêtement, je sais pas à quel autre moment j'aurais pu le mettre. Puis je trouve ça intéressant quand même de parler de Blue Origin parce que ça en dit long sur la personnalité de Bezos. Fait que je vais faire ça maintenant, mais on fait ça vite. C'est un deal? Ouais, parfait. Parfait. Donc, une des raisons qui fait que je trouve ça intéressant de parler de Blue Origin, en fait, c'est que je trouve que ça fait un parallèle intéressant avec Elon Musk, qui est un de ses plus gros compétiteurs, en fait, qui est son plus gros compétiteur pour le titre d'homme le plus riche au monde. Je sais que Jeff Bezos, là, est 5e, mais je fais la prédiction qu'il va remonter dans les prochaines années. Donc, oui, je vais en parler un peu d'Elon Musk, même si je m'étais promis de plus jamais en parler. Les deux sont obsédés par l'exploration spatiale, pour des raisons relativement semblables d'ailleurs, mais leurs méthodes sont quand même différentes, puis je trouve que ça en dit long sur leur personnalité respective. Jeff Bezos a fondé Blue Origin en 2000, au plein sommet d'une crise chez Amazon, où c'était pas clair que la compagnie allait survivre à la bulle du .com. Donc, parce que la bulle était en train de tomber. Là. La bulle avait explosé. Okay. Fait que tu me demandais hors d'onde pourquoi il n'a pas intégré Blue Origin à Amazon. C'était peut-être en parce fait... qu'Amazon allait mal, oui. Il voulait que Blue Origin survive à Amazon. C'est très possible que c'est ça. Au début, il a gardé le projet secret. C'était complètement séparé d'Amazon. Puis il a gardé ça secret vraiment longtemps. Bezos a toujours rêvé d'explorer l'espace, notamment parce que, bon, je te l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est en fait dans le premier épisode aussi, c'est un fan, c'est un nerd qui est fan de Star Trek puis de romans de science-fiction. Un de ses collaborateurs et amis a d'ailleurs dit à Brad Stone que c'est la raison, selon lui, pourquoi il s'entraîne, tu sais, pourquoi il est devenu super buff soudainement, là, parce qu'il va être assez en forme pour pouvoir aller dans l'espace. Oui, okay. Je veux vivre assez longtemps pour aller dans l'espace. Ouais, c'est ça. Moi, je m'entraîne pour pas voir des points noirs quand j'attache mes souliers, puis c'est pas tout le temps réussi, mais chacun ses objectifs. En 2001, Jeff a dit à un journaliste que ça serait super si Dune n'était pas de la fiction. Ok, oui. On n'a pas lu tous les mêmes passages, mais ok. Je trouve ça malade parce que Dune, ça parle d'un futur où des seigneurs sont unis sur un régime autoritaire qui exploite des planètes et leur population. On peut avoir un système féodal interstellaire, c'est vraiment ce que je veux, oui. Tu sais, dans le pire des cas, mettons, cette dystopie terrifiante-là, c'est le rêve de Jeff Bezos, puis dans le meilleur des cas, c'est un nono qui a lu Dune puis qui a juste retenu « piou, piou, piou ». Voilà. Sa réflexion sur l'importance de coloniser l'espace, c'est un peu la même que celle de Musk. Il trouve que l'humanité a tous ses œufs dans le même panier en restant sur Terre. Et si une catastrophe devait frapper la Terre, mettons des... Faut que l'humanité diverse son portfolio, même. Parce que là, notre portfolio, c'est toute la Terre. Ouais. Fait que, mettons, si une catastrophe frappait la Terre, mettons, les changements climatiques suite à un capitalisme débridé qui détruit les écosystèmes en quête de profit, mettons, ben l'humanité serait cuite. D'ailleurs, déjà dans son discours de valedictorien, donc de l'élève qui a eu les meilleures notes à son école secondaire, il parlait de l'exploration spatiale comme une super solution à la pollution et la surpopulation. Il disait, on pourrait mettre les usines dans l'espace, comme ça on pourrait full produire, mais sans polluer la Terre. Puis s'il y a trop d'humains, on pourrait aussi les envoyer dans des colonies dans l'espace. Fait que j'espère que t'as hâte à notre avenir. J'imagine le directeur de l'école, il est comme, il est-tu en train de parler de camp de travail sur Mars? Copsy le micro, là, ouais. Fait que c'est ça, je sais pas si t'as hâte à notre avenir de mineur sur la Lune, avec des chiffres de 3 mois dans l'espace. Puis la façon qu'on a découvert, en fait, que le monde a découvert qui fondait Blue Origin, c'est Brad Stone encore, c'était cornifleur, qui s'est mis à entendre des rumeurs d'une nouvelle compagnie dans le coin de Seattle qui s'appelait Blue. Il avait entendu Blue à ce moment-là et qui s'intéressait à l'exploration spatiale. Donc, un mois après, Bezos et son avocat ont eu des blessures mineures parce qu'ils ont été dans un crash d'hélicoptère au Texas, dans une zone super isolée. En fait, la raison pour laquelle Bezos était là avec son avocat en hélicoptère dans une zone super isolée du Texas, c'était pour trouver des terrains pour installer les installations de Blue Origin. D'ailleurs, Bezos a gardé une phobie des hélicoptères suite à ça. Et garde ça en tête, on va en parler dans genre 4 épisodes. Fait que c'est vraiment pour dans longtemps. Mais ça va être important dans un futur. Donc, Stone s'est mis à chercher dans les registres d'entreprise parce qu'il s'est mis à faire des liens. Et c'est là qu'il a découvert que Jeff Bezos était derrière Blue, qui s'appelait en fait Blue Origin. Donc, il est allé visiter les bureaux la nuit. Qui étaient à Seattle, les bureaux? Oui, les locaux qui étaient enregistrés dans le registre d'entreprise. Puis évidemment, il n'y avait personne, mais il a fouillé dans les poubelles dehors, puis il a vidé une poubelle dans son char, en fait, qu'il a trouvé. Et bingo, il a trouvé une version chiffonnée puis tachée de café de la mission de Blue Origin. Et c'était exactement la même idée que SpaceX, en fait. Fonder une compagnie d'exploration spatiale privée qui tirait son épingle du jeu en faisant des fusées réutilisables. Puis en passant, c'était juste... Est-ce que SpaceX existait déjà à ce moment-là? J'allais dire, c'est juste un peu avant la fondation de SpaceX, mais il gardait ça super secret, fait que tout semble indiquer que c'est vraiment une coïncidence que les deux sont arrivés un peu avec la même idée en même temps. En fait, la première fois qu'il a vraiment annoncé ses intentions publiquement, c'était en 2005. Il était rendu avec proche de 1200 km² de terrain au Texas, qui est à peu près la taille de New York, puis il est débarqué dans les bureaux du Van Horn Advocate. Qui est à peu près
4 fois le range de son père, de son grand-père, ce qui est pas si gros que ça, tout de même, mais OK. Fait qu'il est débarqué dans les bureaux du Van Horn Advocate, qui était le journal de la petite ville de Van Horn, au Texas, une ville de 2000 habitants et quelques poussières, pour leur donner une entrevue sans que ça soit planifié. Puis ça, faut que j'avoue que je trouve ça un peu drôle. Comme ça, c'est pas un reproche que je fais. C'est drôle, c'est comme si, genre, demain matin, Lino Saputo débarque dans, genre, les bureaux de l'écho de la TUC pour leur annoncer qu'il commence à construire des missiles. T'es comme, quoi? On n'est pas prêt pour ça, Et là, j'ai pensé à nos auditeurs français qui ont rien dû comprendre à mes références. Fait que remplacer Lino Saputo par genre Françoise Bettencourt, la TUC par Château-Vilain. Pour quelqu'un qui a visité la France genre 6 jours en 2009, c'est vraiment le mieux que je peux faire pour vous. Donc c'est ça. Mais une des différences majeures entre Blue Origin et SpaceX, puis Bezos et Musk, c'est que si Elon Musk était prêt à prendre n'importe quel risque pour que SpaceX progresse aussi vite que possible, Bezos a vraiment la stratégie opposée pour tout ce qui a rapport à Blue Origin. Son dicton, en fait, de Blue Origin, c'était un progrès lent et constant peut éroder tous les défis avec le temps. Ce qui est vraiment l'inverse de move fast, break things. Là. Oui, c'est absolument. On va prendre notre temps. Puis, en fait, c'est le lièvre et et la tortue. Exactement. Si je me trompais d'animal. Exactement. Sauf que le lièvre a gagné dans ce cas-là. Mais d'ailleurs, le blason de Blue Origin que Jeff Bezos a dessiné lui-même, il y a une citation latine qui est gradatim ferociter, qui veut dire pas à pas, férocement. Donc, vraiment l'opposé de Musk. Il y a 2 raisons pourquoi Blue Origin n'a pas progressé à la même vitesse que SpaceX. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, toi et moi, on en a déjà parlé. Mais moi, je pense vraiment que Musk s'imagine comme un sauveur de l'humanité. Je pense aussi qu'il s'en sert, évidemment, pour s'enrichir et tout ça. Mais je pense vraiment que lui, dans sa tête, il va être... sa mission, c'est de sauver l'humanité et qu'on va se rappeler de lui comme un grand héros. Okay. Je pense que Bezos est vraiment plus rationnel que ça. Je pense pas qu'il s'imagine que les gens vont le célébrer un jour comme le sauveur de l'humanité. Fait que je pense pas qu'il est aussi pressé d'amener le monde à coloniser l'espace avant de mourir. Je pense qu'il est conscient que ça risque d'être un projet qui va durer plus longtemps que sa vie. Et il est à l'aise avec cette idée-là. Il y a aussi une autre des raisons qui fait que ça n'a pas progressé à la même vitesse, c'est que Musk a fait de l'argent avec SpaceX, des milliards et des milliards en contrats publics, pas Blue Origin. Pendant vraiment longtemps, Blue Origin était financé directement de la poche de Jeff Bezos. OK. Ils faisaient vraiment très peu d'affaires commerciales. Ils n'ont pas eu, OK. Fait qu'ils n'ont pas envoyé des satellites pour le gouvernement ou des trucs comme ça. Ça a changé. Okay. Mais pendant longtemps, c'était pas ça. Blue Origin est vraiment plus discret. Les médias ont très rarement le droit de visiter les installations. Je pense que récemment, justement, avec la fameuse sortie de Katy Perry dans l'espace et tout ça, les médias ont eu accès. Mais pendant des années, au moment, en fait, où Brad Stone a écrit la première biographie, donc 2011, 2010. C'était encore super secret. Personne n'avait jamais pu rentrer à part les employés. Mais c'est ça. Apparemment, ceux qui ont visité, en tout cas à cette époque-là, ils disaient que les bureaux sont pleins de trucs de collection, des cossins de Star Trek, des habits de cosmonautes soviétiques, des pièces de fusée. C'est vraiment un musée de collectionneurs d'un petit gars qui tripe sur l'espace. Il y a aussi un vaisseau steampunk inspiré des livres de Jules Verne. Donc, c'est vraiment un nerd qui a beaucoup... Grandeur nature, genre? Ouais. OK. Mais l'autre raison, puis la plus importante pour la différence de vitesse dans le progrès des 2 entreprises, c'est que Jeff Bezos se concentrait surtout sur Amazon. Puis il a longtemps confié la compagnie à Rob Meyerson, qui est un ingénieur aérospatial, puis qui était le président. Il n'était pas le PDG, mais il était le président de Blue Origin de 2003 à 2018. Le problème, c'est que Meyerson, c'était vraiment plus un scientifique qu'un leader et un homme d'affaires. Puis il devait atteindre des objectifs vraiment ambitieux de Jeff Bezos, qui lui mettaient énormément de pression, mais qui lui donnait très peu de moyens. Il était quand même cheap. Il finançait de sa poche, mais cheap. Puis dans le fond, il allait lentement, mais même à ça, il y avait des demandes exact. intenses. Parce que Jeff Bezos, c'est pas un boss plus le fun chez Blue Origin que chez Amazon. En 2011, il y avait un appel d'offres du gouvernement américain pour construire une navette orbitale. Comme Bezos voulait pas nécessairement allouer plus de ressources, puis que ça allait coûter quand même très cher de réussir à atteindre les demandes du gouvernement, fait que Bezos et Blue Origin ont convenu qu'on ne participera pas à cet appel d'offres-là, on va pas appliquer, on va se concentrer sur les projets qu'on est déjà en train de développer. C'était SpaceX qui a eu le contrat, et plusieurs années plus tard, Bezos a appris qu'il avait empoché 7,7 milliards pour ça. Et il a chicané ses cadres, il les a engueulés de ne pas avoir répondu à l'appel d'offres. Mais c'était sa propre décision. Qui était sa décision. Fait que c'est le genre de boss-là. Mais bon, Meyerson faisait plus la job, fait qu'il a décidé d'engager un vrai PDG éventuellement. Il s'est aussi mis à s'impliquer davantage et à renoncer à sa stratégie de petits progrès incrémentaux. Il s'est rendu compte que cette stratégie-là ne pouvait pas tenir la route s'il voulait atteindre les objectifs. Et il a autorisé une grosse augmentation de budget. En 2017, il a annoncé qu'il allait vendre 1 milliard d'actions d'Amazon par année pour financer Blue Origin. Évidemment, ça a tout changé quand soudainement l'homme le plus riche de la Terre à ce moment-là décide de tourner toute son attention vers ta compagnie et qui donne 1 milliard par année. Ça accélère le développement. Il vendait l'équivalent d'1 milliard de dollars en actions ou 1 milliard d'actions
au prix Non, des l'équivalent à $1 milliard. Okay. Fait qu'il investissait $1 milliard par année de plus de ce qu'il investissait déjà. Donc voilà, ça a tout changé. Ils sont mis à faire compétition à SpaceX, à miser des contrats gouvernementaux importants. Au printemps, par exemple, Blue Origin a annoncé... au printemps cette année, là, ils ont annoncé qu'ils avaient décroché un contrat de 2,4 milliards de la part du gouvernement américain. Si vous vous demandez pourquoi Bezos est soudainement beaucoup plus près de Trump, il se détestait, mais ça aussi, ça sera le sujet d'un autre épisode. On va y revenir plus tard, DM. C'est une bonne piste de Trump, c'est très avantageux pour $1 milliard dans la tech. Mais écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que tout ça, tous ces efforts, tous ces changements de personnel, ça a permis de réaliser des grandes choses comme Katy Perry qui va presque dans l'espace pendant 3 minutes. Puis attends, je reviens un peu en arrière. Leurs deals gouvernementaux, c'est quoi? C'est-tu des satellites, justement? Parce que c'est quoi? Ouais, je pense que c'est ça. Avec le gouvernement américain, c'est installer des satellites. Et si on est chanceux, peut-être que dans quelques décennies, la seule façon de payer notre loyer, ça va être d'aller miner du titanium sur la Lune. Fait que voilà, c'est inspirant. Je parlerai pas plus longtemps de Blue Origin. Honnêtement, on va très peu en reparler dans la suite de la saison parce qu'honnêtement, ça fait pas si longtemps qu'il a commencé à s'y intéresser. Puis j'ai pas non plus beaucoup plus de choses à dire sur Blue Origin que j'ai pas déjà dit sur SpaceX. Mon opinion reste la même. C'est un peu la même entreprise. Je pense que c'est une grave erreur de confier le développement des technologies spatiales au privé. Je pense qu'on devrait pas autant polluer et dépenser pour satisfaire l'ego de milliardaires qui jouent à Star Trek. Mais je pense que si vous écoutez le podcast, c'est toutes des choses avec lesquelles vous êtes déjà d'accord. Et c'est aussi difficile de voir les milliardaires investir autant dans l'exploration et la colonisation spatiale sans avoir un peu l'impression quand même qu'ils essaient de se sauver de la Terre qui sont en train de brûler. C'est un peu ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les experts s'entendent qu'il n'y a à peu près aucune chance qu'ils réussissent à battre la montre sur ce coup-là. Les conséquences des changements climatiques ont l'air de se développer vraiment plus rapidement que le projet de colonisation spatiale. Ça, c'est ta note rassurante de fin d'épisode, oui. Fait que les feux de forêt et les inondations... Ils n'auront pas le temps de se sauver. Tout le monde, Les feux de forêt et les inondations sont pas très gradatives, mais elles sont très férocitaires. Alors, je sais que ça peut parfois être un petit peu déprimant d'écouter manger les riches, mais vous pouvez toujours vous rassurer jusqu'au prochain épisode en vous disant qu'au moins les milliardaires ont sûrement pas le choix de brûler avec nous. Tu te sens-tu plus heureux? J'adore cette fin d'épisode. Parfait. Puis écoute, pour vous laisser sur une note encore plus positive, au prochain épisode, je vous raconte la fois où Amazon a manqué mourir.